Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors samedi à 10h, le monde entier aura les yeux tournés vers la place Saint-Pierre de Rome au Vatican pour les obsèques de François, décédé hier à l'âge de 88 ans. À l'issue de la cérémonie, il sera ensuite inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome. D'ailleurs, on apprend à l'instant que tous les drapeaux seront mis en berne samedi sur tous les bâtiments publics de France. C'est ce qu'annonce à l'instant Matignon. Le lendemain des obsèques de François, eh bien, sa dépouille sera exposée, dès demain, sera exposée au Vatican pour que les fidèles puissent lui rendre hommage. Et ensuite, voilà, ce sera l'heure du conclave. Les cardinaux qui se réunissent pour élire son successeur. Alors on se souvient qu'en 2013, le choix d'un pape jésuite argentin, fibre sociale, près des pauvres avait créé la surprise, sa personnalité et le choix de se tourner d'abord vers les plus démunis. Alors parlons vrai, est-ce que vous souhaitez des changements sur le culte, comme par exemple la messe en latin, ou sur la pratique, comme par exemple le mariage des prêtres? Et à la question, souhaitez-vous un pape plus conservateur ou plus libéral, vous dites à 85% plus conservateur et donc à 15% plus libéral. Vous voulez réagir? Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. On est avec François Mabille, chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux. Mais d'abord avec nos vraies voix de ce soir. Est-ce que, mon cher Philippe, il faut changer de cap parce qu'il faudrait une forme d'alternance quelque part? Moi, je ne crois pas. Enfin, d'abord, qui peut être aussi peu modeste pour donner des orientations sur le cours de l'Église à venir? Deuxième élément, je crois que la question de Sud Radio, et je ne suis pas un centriste frénétique, appelle une réponse. Ça vous avez pas échappé. Mais laissez-le finir. Qui dit à la fois que le prochain pape doit être libéral et conservateur. D'ailleurs, c'est ce qu'a été le pape François. Il faut bien voir qu'il a une pente conservatrice très très forte à laquelle j'adhérais, et en même temps une pente libérale, peut-être qu'il a exprimé sur un mode un peu trop partisan qui a clivé la communauté catholique. Donc il me semble que le prochain pape, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne pourra pas échapper au respect de ces deux branches conservatrices. Je ne l'imagine pas révolutionner l'Église dans ses fondements et ses tréfonds intérieurs, et je ne l'imagine pas non plus quitter radicalement le chemin diplomatique du pape François. Mais peut-être changera-t-il les modalités de celui-ci pour que, en réalité, ce soutien des migrants et autres faibles de l'existence soit exprimé peut-être de manière un peu moins partisane, moins clivante. Bruno. Un pape très diplomate. Non, je trouve moi qu'il était d'abord très engagé. Mais ce qui m'étonne dans ce sondage de 85%, parce qu'il y a combien, 1,5 milliard de catholiques, de croyants, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a autant de gens qui veulent un pape très conservateur. Donc ça, c'est le sondage Sud Radio, hein, c'est pas 1,5 milliard de catholiques. Non, mais ça veut dire le terme catholique argentin. De toute façon, c'est pas le terme radical, il est un peu fort, mais ça veut dire ça, en gros, qui reste dans son. Ça m'interpelle parce que l'Église catholique doit s'ouvrir totalement au monde. Elle est là pour ça. Elle doit pas se refermer sur elle-même. C'est pour ça que tout ça m'inquiète quelque part. Bernard Cohen, je crois que c'est extrêmement difficile de savoir si il doit être libéral, conservateur. Ça a été très bien dit par Philippe Bilger à l'instant. Je crois qu'un pape, sur son pontificat, doit être ouvert sur le monde. Et c'est ça qu'on attend d'un pape, c'est qu'il soit attentif à ceux qui souffrent. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Et puis aussi qu'il soit dans la rigueur de sa foi et satisfaire ceux qui croient au catholicisme. Et donc, cette différence entre ce que j'appelle le séculier et le régulier doit s'imbriquer pour qu'on ait un pontificat d'ouverture, de tolérance, générosité, mais aussi de fermeté sur les valeurs, notamment la place de l'homme dans la société, la valeur de l'homme et le respect des valeurs de leur religion qui sont aujourd'hui, il faut le reconnaître, extrêmement menacées. Allez, François Mabille, on est avec vous, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux. Alors évidemment, on est déjà dans le jeu des pronostics pour la succession du pape François, va un peu vite, parce que ces obsèques n'auront lieu que samedi et le conclave démarrera dans la foulée. Mais est-ce que on peut imaginer qu'au sein de l'Église catholique, auprès des cardinaux qui vont se réunir, il va y avoir cette espèce de tension vers quel bord on va pencher?
Oui, alors je pense que le jeu est plus complexe. J'avoue que je ne me retrouve pas tout à fait dans ce clivage entre conservateurs et libéraux. Ce qui s'est joué pendant ce pontificat, et si on le compare au précédent, c'est plutôt une différence d'accent entre un courant qu'on pourrait appeler un courant doctrinaire, qui était représenté par le pape Benoît XVI, c'est-à-dire un rappel de la doctrine sur les sujets bioéthiques, sur la sexualité, sur le mariage, sur la liturgie, et puis sans toucher à cela, un autre accent qui a été plutôt celui du pape François, qui était plutôt un accent placé sur l'accompagnement pastoral, c'est-à-dire un courant qui ne nie pas la doctrine, mais qui essaie de voir comment accompagner de manière concrète des situations humaines complexes. Et il me semble que ce que le pape a essayé de faire, avec plus ou moins de succès, c'était cela. Et c'est sans doute déjà autour de cette première tension que des clivages peuvent se jouer. Et puis j'en ajouterai peut-être d'autres qui sont davantage liés au contexte international. Le dernier responsable politique que François a reçu, c'était J.D. Vance. Et je pense que là, on peut avoir finalement trois blocs qui peuvent orienter les votes autour de questions effectivement géopolitiques, un axe euro-africain, je dirais plus institutionnel et hiérarchique, avec des pays africains et des pays des épiscopes, enfin des cardinaux venus d'Europe de l'Est, un bloc latino-américain, une vision post-coloniale, avec des cardinaux issus du courant du même continent que François, et qui mettrait en avant une église au service des pauvres, des peuples autochtones, des migrants, avec la critique systémique du capitalisme néolibéral. Et puis pourquoi pas un courant qui serait lié à l'église nord-américaine, qu'on a bien vu conservatrice, critique du pape François sur les questions migratoires environnementales et proche des droites dites populistes. Et l'Asie, non ? Et l'Asie ? Alors l'Asie, vous avez raison, c'est assez difficile de la situer, peut-être parce que d'ailleurs elle ne constitue pas au niveau catholique un ensemble homogène. Vous aurez certains pays asiatiques que je retrouverai plutôt effectivement dans la vision post-coloniale, avec une église au service des pauvres, et puis également des églises locales et donc des cardinaux qui seraient, pour un rappel, d'une église davantage institutionnelle et hiérarchique. Et je mettrais par exemple le cardinal Philippin Taglé dans ce courant-là. Il y a une question pour vous. Oui, moi j'avais une petite question sur la place des femmes dans la liturgie, dans l'Église. On a beaucoup entendu ces dernières heures que le pape François avait ouvert, mais que cette ouverture n'était pas acquise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est juste, c'est pour ça, si vous voulez, que parler de son pontificat comme d'un pontificat libéral me semble inexact sur cette question-là, sur la question des femmes dans l'Église catholique. Qu'a-t-il changé ? À vrai dire, pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Il a fait des gestes, alors qu'ils pouvaient être d'ailleurs faits par ses prédécesseurs, des gestes qui ont consisté à nommer une vingtaine de femmes, toutes d'ailleurs, pratiquement toutes des religieuses, souvent des italiennes, à des postes de responsabilité. Bien, on va dire qu'il y a trois postes qui sont vraiment des postes de responsabilité. Bon, mais ensuite, sur l'insertion des femmes dans la vie liturgique, sur l'idée d'une ordination des femmes, par exemple, le pape s'y est toujours refusé. Donc c'est une politique de petits pas, je dirais, une ouverture à une sorte de collégialité, co-responsabilité. C'est son idée d'une église plus synodale, donc plus inclusive de l'ensemble des laïcs et des responsabilités possibles qu'il a essayé de mettre en place. Mais ça ne constitue en aucun cas, me semble-t-il, une réforme profonde. Et on pourrait prendre d'autres thématiques, comme la thématique de la famille ou celle de l'avortement, pour montrer que ce pape était dans le droit fil des prédécesseurs, et même parfois peut-être critique. François Mabille, Philippe Bijard, une question pour vous. Avec le syndrome italien pour la prochaine élection, est-ce que vous pensez qu'il va continuer à peser autant que lors des précédentes élections? Je veux dire par là, est-ce que l'obligation pour le futur pape de connaître parfaitement la diplomatie mondiale et donc généralement de favoriser un pape italien va-t-il continuer à jouer, à votre avis? François Mabille. Alors, il a peu joué lors des
lors des 3 derniers pontificats, puisqu'on a eu successivement un pape polonais, allemand et argentin. Mais en revanche, vous avez raison. Je me demande si finalement il n'y aura pas une sorte de retour d'expérience, notamment sur le dernier pontificat, avec une réflexion sur les avantages d'avoir un pape venu du bout du monde, comme il aimait à le dire, donc qui propose une sorte de regard décentré sur les Européens, avec sans doute des avantages, mais également des limites. Et avec cette question qui est finalement une question pendante pour les 3 derniers pontificats, c'est-à-dire quelle connaissance réelle des rouages de la curie romaine et quelle capacité à gérer cette curie romaine. Et puisqu'on évoquait les courants, je pense que si le critère géopolitique compte, et notamment d'ailleurs parce que le pape François a été très engagé dans les relations internationales. Si on estime qu'aujourd'hui cette question-là est importante, il ne serait pas complètement idiot de penser que le numéro 2 actuel de la secrétaire d'État, le cardinal Parolin, voilà, qui est italien, puisse être une figure potentiellement susceptible d'être pape. Auquel cas, on reviendrait effectivement à une situation Alors, oui, on a retrouvé, ça avait coupé avec François Valli. On le reprend tout de suite. Oui, je vous entends, c'est bon. Et on va au 0826 300 300 retrouver Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, rebonsoir. Alors vous voulez un pape qui fasse évoluer les choses, c'est ça? Alors moi, je suis une famille maternelle qui est très catholique, paternelle qui est catholique de circonstance, parce qu'il savait l'être, donc il l'était. Et moi, le catholicisme m'a bien fait souffrir, enfance et adolescence, bien comme il faut. Donc j'ai réussi à m'en sortir petit à petit. Et moi, j'aimerais beaucoup, mais ça, de ce que vous avez l'air de dire, de ce que j'entends, ça ne se fera pas, parce qu'ils sont à peu près aussi volontaires que nos politiques. Moi, ce que j'aimerais, c'est effectivement l'arrêt total du célibat. Je crois avoir compris à travers différentes émissions ou reportages que j'ai pu voir ou entendre que en Afrique, en Amérique du Sud, le célibat n'est pas forcément un gros problème. Ensuite, j'aimerais également voir des femmes prêtres, parce que pourquoi pas, il y a bien des femmes pasteurs, ça se voit. Des femmes rabbins. Il y a des femmes rabbins aussi, oui. Quand on pense au célibat, on pense tout de suite aux éventuelles agressions sexuelles dont on parle sans arrêt concernant les catholicismes, mais ils sont pas mariés, mais bon, les profs sont mariés, les entraîneurs sportifs sont mariés, les pères, les oncles, les amis sont mariés, ça n'empêchera pas, ça limitera sans doute, mais surtout, ça rendra et ça mettra les curés dans des positions peut-être plus heureuses et plus en phase, certainement, avec les vrais problèmes des hommes et des femmes. Alors, ça, c'est donc vous seriez pour l'ordination des femmes et vous êtes pour le mariage des prêtres, pour l'ordination des femmes aussi? Ah, tout à fait, oui, moi ça me dérangerait absolument donc vous êtes très libéral dans ce domaine alors. Alors on va aller restez avec nous. Ouais, restez avec nous. On va retrouver également au 0826 300 300. C'est depuis la Seine-Saint-Denis, c'est Didier qui nous appelle. Bonsoir Didier. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir. Écoutez, la question. Je voulais juste intervenir. Allez-y. Que la question ne se pose pas. Il y aura un pape conservateur et c'est aussi. Moi, j'ai eu des responsabilités dans l'Église et j'ai quitté l'Église il y a 10 ans, dans les hautes instances de l'Église. Je suis un laïc et je peux vous dire que dans le milieu, moi, j'ai participé à l'éviction de Frigide Barjot, Virginie Tellen, et je peux dire que le pape est un conservateur. Et une chose que les journalistes oublient, c'est revenez il y a 11 ans en arrière sur les 15 maladies de l'Église que le pape avait prononcées à la curie romaine en 2014. Et ces 15 maladies sont encore d'actualité. Oui, il avait parlé de l'Alzheimer de l'Église, etc. Benoît, François. Où on laisse ces 15 maladies. Alors, voilà. François Mabille, on revient avec vous. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux. Donc, on évoque beaucoup de noms et beaucoup de candidats potentiels actuellement. Mais est-ce que finalement, comme ça s'est passé en 2013, ces noms circulent, mais peut-être qu'on va découvrir quelqu'un d'autre au bout du processus du conclave?
Oui, c'est tout à fait possible parce que le conclave, finalement, c'est un processus, je dirais, semi-rationnel. Vous mettez des hommes qui ne se connaissent pas nécessairement très bien, pour ne pas dire pas du tout ensemble. Mais parce que qu'est-ce qui va se passer là? Ils discutent entre deux votes, ils font des groupes. Racontez-nous, enfin, c'est quand même un truc... Ils doivent même rendre leur téléphone portable, etc., pour n'avoir aucun contact avec l'extérieur. Oui, mais qu'est-ce qui se passe entre deux votes? Son candidat, en quelque sorte. C'est des jeux de tractation, hein, c'est ça? Oui, alors, oui, disons que ce qu'il y a, c'est que il va y avoir ce qu'on appelle les congrégations générales, c'est-à-dire que les cardinaux électeurs et non-électeurs vont se réunir, vont discuter ensemble, et puis ensuite vous avez à proprement parler le conclave, et donc qui constitue le processus d'élection du pape. Et donc le conclave, ce sont des votes à huis clos. Et les cardinaux peuvent seulement circuler dans le Vatican pour rejoindre les appartements qui ont été aménagés dans les années 90 à la maison, qui est une sorte d'hôtel fonctionnel construit à l'intérieur de la cité du Vatican et où du reste vivait le pape François. Et les cardinaux électeurs, comme vous l'avez dit, ont l'interdiction stricte d'avoir un quelconque contact avec le monde extérieur. Donc ils n'ont pas le droit d'écrire, ils n'ont pas le droit d'avoir des conversations téléphoniques, ou même par radio. Il leur interdit de s'informer. Donc ça, pourquoi? Pour éviter toute forme d'ingérence extérieure ou d'influence extérieure. Voilà. Et durant les congrégations générales, eh bien, les papes finalement font une sorte d'évaluation du pontificat qui s'est passé, d'évaluation des succès, des échecs, de la personnalité du pape, essaient de faire un travail de prospective vers quoi l'Église doit aller aujourd'hui en termes de mission, d'évangélisation, quels sont les grands enjeux. Et c'est en fonction de ces critères-là, et également des prises de parole pendant les congrégations générales, que finalement des personnalités finissent par se détacher. On sait bien par exemple que Bergoglio avait parlé peu, mais que son discours avait eu un impact, parce qu'il avait dit qu'il fallait une église en sortie en quelque sorte de l'institution, qui aille déjà vers les périphéries, et ce discours avait marqué à un moment où effectivement il semblait que le pontificat de Benoît XVI avait fini par être trop autocentré. Merci beaucoup pour cet éclairage, François Mabille, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux, et donc ce conclave qui va démarrer au lendemain des obsèques du pape François. Et on aura donc cette joie d'avoir sur les chaînes d'infos continu, donc l'image en continu d'une cheminée où on attendra la couleur de la fumée, blanche ou noire, en fonction des votes et des résultats. Donc ça va être passionnant et palpitant pour l'image. En attendant, vous vous souvenez, en 2013, bien sûr, des heures et des heures avec la cheminée, on attendait. Et parce qu'ils brûlent en fait les bulletins de vote à chaque fois. Exactement. Allez, dans un instant, c'est le qui l'a dit. C'est qui l'a dit. Avec vous, Frédéric, qui êtes notre auditeur du jour, on va dire que c'est finalement la grand-messe des vraies voiles. Qui l'a dit. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. C'est pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai.